La pelote. Le premier réflexe, c'est pas forcément de se renseigner d'un point de vue militantisme, c'est déjà juste d'un point de vue très individuel. Attends, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'ils vont faire à 500 mètres de chez moi? Qu'est-ce qui va se passer? Une mine sur Terre, ça reproduit les conditions de vie sur Mars, ça reproduit le sous-sol de Mars. La pelote. C'est l'histoire d'un coup de massue, celui qui vous prend à revers, celui qu'on n'attend pas, celui qui vous donne des vertiges, celui qui très concrètement risque d'affecter vos conditions matérielles d'existence. On a attribué à Jacques Lacan la fameuse phrase « le réel, c'est quand on se cogne ». Et c'est précisément ce type d'expérience que Marie Husson, 48 ans, habitante d'un village paisible de Loire-Atlantique, a certainement expérimenté le jour où elle a appris qu'un projet de mine était à l'étude et qu'il allait dévaster son terrain et celui de nombre de ses voisins. Après la stupéfaction, la sidération, vient le temps de la lutte, celui où on décide de ne pas se laisser faire. Les luttes écologiques, on les voit toujours d'un œil distant et placide, bien souvent par l'intermédiaire d'un écran de télévision, entre une actualité internationale et une page de pub. Tout change quand votre chair, votre corps, votre esprit est directement touché par ce qu'on peut voir à la télé. Et si c'était dans ces situations que le combat écologique, loin des think tanks, des salons professionnels pour la transition ou encore les voûtes dorées des cabinets ministériels se situait pour de bon? À quoi ressemble une lutte sur le terrain? Comment on s'organise? Quelles sont les difficultés, les moments d'espoir, les peurs, les joies? Dans cet épisode de La Pelote, pas de grands concepts à la mode, de discussions sur les imaginaires ni d'effets rhétoriques. On va parler de terrain, de concret, de droit et d'assemblée générale. Un guide pratique pour ne plus se sentir démuni face aux agressions environnementales. Bienvenue dans La Pelote et bienvenue à toi Marie. Merci d'avoir accepté cet entretien. Première question toute simple. Est-ce que tu peux te présenter en quelques mots et puis nous parler derrière un petit peu de ce qui t'anime aujourd'hui? Oui, déjà merci Frédéric de me donner la parole. Donc moi effectivement je suis Marie Husson, j'habite comme tu l'as indiqué dans un petit hameau qui s'appelle La Courtée, sur le village du Pin, dans le nord des Pays de la Loire, et c'est un petit village qui est aux confins de la Loire-Atlantique et du Maine-et-Loire. J'y habite depuis un peu plus de 5 ans maintenant, et sinon je suis experte en éco-conception et analyse de cycle de vie de services numériques. Et j'ai également une activité d'artiste peintre plasticienne. Alors on va parler de ce qui aujourd'hui occupe un petit peu de ton temps, c'est peu Mhm. dire. Oui, oui. Il y a un projet d'exploration minière qui aujourd'hui vise la région dans laquelle tu vis. Ça s'appelle le projet Bélénos, qui concerne un certain nombre de communes en Bretagne et Pays de la Loire, dont ta commune qui est directement touchée. Est-ce que tu peux nous expliquer en quelques mots en quoi elle consiste? Donc le projet Bélénos, c'est un projet d'exploration minière qui est porté par une société qui s'appelle Braise Ressources. Donc Braise Ressources se présente comme une start-up bretonne dont le siège social est situé à Lorient. Dans la réalité, c'est une filiale à 100% d'une compagnie d'exploration minière canadienne qui s'appelle Orania Ressources et qui existe depuis 2012 et qui est notamment spécialisée dans l'exploration et la découverte de mines d'or. Donc, cette société a été fondée par un personnage qui s'appelle Kees Baron, qui est un milliardaire et qui a fait fortune, notamment en 2012, parce qu'il a découvert à l'époque, c'était une des plus grandes mines d'or au monde en Équateur. Et donc, le permis exclusif d'exploration minière a été octroyé par l'État, en l'occurrence par le ministre de l'Industrie et de l'Économie, 3 décembre dernier. Donc 3 décembre 2025, et ça concerne un territoire qui s'étend à la fois sur la Loire-Atlantique et le Maine-et-Loire, d'un peu plus de 440 km², ça concerne 48 000 habitants, et effectivement 18 communes sur ces 2 départements. Et donc ça va en gros des confins d'Angers, de la banlieue d'Angers, jusqu'à la limite entre la Loire-Atlantique et l'Ille-et-Vilaine.
Et il faut savoir que la société Braise Ressources a également obtenu 2 autres permis d'exploration minière exclusifs. Donc là, en Bretagne, donc un permis qui s'appelle Taranis. Donc c'est un territoire d'à peu près 350 km² autour de Redon. Ça concerne une vingtaine de communes. Et enfin, un territoire plus petit, un autre permis qui s'appelle Epona, donc qui concerne une cinquantaine de kilomètres carrés autour de Lorient. Juste pour préciser également, le permis a été octroyé pour faire de l'exploration minière sur à peu près un peu plus d'une vingtaine de métaux. Donc il y a tous les métaux aujourd'hui qu'on va considérer comme critiques et stratégiques, et notamment pour ce qui va nous concerner, nous plus précisément, l'or. Alors c'est ça qui est intéressant. Quand on a fait quelques recherches et quand on a préparé l'entretien, déjà le fondateur d'Orania Resources, qui a donc fait fortune dans la découverte de l'or, est présenté par la presse un peu comme le Indiana Jones de la recherche minière, ce qui en dit beaucoup aussi sur le côté un peu, on veut rendre un peu romanesque cette industrie. Et on reviendra un petit peu sur les dégâts environnementaux, mais c'est intéressant d'avoir appelé cette personne-là comme ça. Donc, il cherche un certain nombre de métaux au nom de la transition écologique, mais il y a aussi surtout de l'or. Alors, comment ça s'est décrit par justement les défenseurs de ce type de projet? En l'occurrence, les défenseurs, ça va être bien sûr la société Braise Ressources, bien sûr ce personnage Kees Baron, encore que Kees Baron insiste plus sur la rentabilité économique et la façon dont, je le cite, quand il parle à ses investisseurs, ils vont pouvoir se faire un gros pactole grâce à des terres qui ne valent rien. Donc, en l'occurrence, les terres qui ne valent rien, ben, c'est les terres que nous, on habite, hein, habitants et habitantes de ce territoire. Ah, c'est comme ça qu'il le dit, des terres qui ne valent rien. Oui, tout à fait. C'est comme D'accord, ça très qu'il bien, s'est intéressant. exprimé en 2024 lors d'un énorme congrès de l'industrie minière en Allemagne. Donc, c'est un congrès qui a lieu tous les ans et où, en gros, se rassemblent tous les investisseurs de l'industrie minière. Et donc, effectivement, en 2024, il a employé cette expression, un gros pactole, grâce à des terres qui ne valent rien. D'accord, Donc, ok, très bien. quand on est habitant et habitante de ces terres, quand on est agriculteur, Ça fait agricultrice bizarre. de ces Ça fait terres, bizarre. certains de mes voisins, ce sont des familles qui sont là dans la région et dans les villages depuis plusieurs générations. Donc, c'est toujours intéressant de savoir que sa terre ne vaut rien. Et ça pose la question de qu'est-ce que la valeur d'une terre. Absolument. Voilà. Absolument. Ouais. Et donc, oui, donc Kees Baron, lui, il est plutôt sur ce registre-là. Après, effectivement, on va avoir Braise Ressources. Donc, en l'occurrence, Braise Ressources, hein, c'est une petite entreprise au capital de 10 000 euros et qui emploie à date que 2 personnes. Donc, eux, ils vont être plutôt sur la logique d'une mission d'intérêt général sur ce projet d'exploration. C'est-à-dire que dans un contexte de raréfaction des ressources, ben, il serait important pour la France de connaître son sous-sol, et donc ces sociétés sont là pour aider la France à mieux connaître leur sous-sol et les ressources dans le sous-sol. Et puis, bien évidemment, il y a également l'État et les pouvoirs publics. En l'occurrence, au niveau local, c'est plutôt le préfet qui va porter cette parole. Et qui, lui, va plutôt mettre en avant effectivement la souveraineté, la transition énergétique, les besoins en métaux. Je crois d'ailleurs que ce sont des termes qui figurent sur l'arrêté ministériel d'octroi du permis. Donc effectivement, eux, ils vont mettre en avant ce type de discours que nous, au niveau local, on va tenter de déconstruire. Oui, de déconstruire, mais en même temps de déconstruire sans vouloir être, et c'est très important dans une lutte idéologique, c'est-à-dire qu'un des premiers mouvements, en tout cas ça a été le mien, quand on découvre ce type de projet, eh bien, c'est en fait tout simplement de se renseigner. Ça paraît bête, mais tu parlais, t'évoquais la lutte à la télé, dans les médias, etc. Mais ben, au-delà des mots, déjà, qu'est-ce que ça veut dire exploration minière? Moi, j'avais absolument aucune idée de concrètement qu'est-ce que ça veut dire. Un permis exclusif d'exploration minière, qu'est-ce que ça veut dire d'un point de vue administratif, d'un point de vue légal? Une mine, c'est quoi concrètement? Oui. Et effectivement, besoin en transition énergétique, concrètement, ça veut dire quoi? Exploration du sous-sol,
qu'est-ce que ça veut dire, etc., etc. Donc, du Ouais. coup, le premier mouvement pour déconstruire, pour lutter contre ces discours, bah, c'est déjà de tenter de savoir est-ce que ces discours sont fondés, parce qu'après tout, Tu veux nous peut-être dire qu'ils que le oui, c'est sont. ça. C'est-à-dire qu'en fait, face à un récit Exactement, où on essaie de vendre un projet, on sait très bien exactement. que la vente, bah, c'est toujours un Mhm, discours amélioratif sur n'importe quoi, en fait, hein, mhm. n'importe quel objet sur lequel on porte ce discours. Et donc, une première effectivement étape, c'était de déconstruire ou de rentrer dans le détail. Parce que souvent, De rentrer dans le détail. Et puis, alors la première étape, je dirais, c'est même pas une étape. En tout cas, pour moi, ça n'a pas forcément été une étape de lutte, de militantisme, etc. Ça a été déjà juste. Donc, moi, ma maison et le terrain dont je suis propriétaire est au cœur, en fait, de ce terrain d'exploration minière. Il se trouve qu'au sein de ce terrain, il y a des points chauds en termes de ressources minières. Bien évidemment, sur 440 km², ben, il n'y a pas forcément les mêmes concentrations de hmm. métaux partout. Et il se trouve que moi, je suis à 500 mètres d'un point, d'un gisement, enfin d'un gîte plus exactement, minier, donc notamment de l'or avec une très forte concentration. Et donc, bah, le premier réflexe, c'est pas forcément de se renseigner d'un point de vue militantisme, c'est déjà juste d'un point de vue très individuel, quand sa maison est menacée, de se dire, bon, bah, attends, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'ils vont faire à 500 mètres de chez moi? Qu'est-ce qui va se passer? Donc ça, c'est vraiment la première étape de Ouais. se renseigner comme ferait n'importe quel, je pense, individu, Tu, citoyen, tu veux particulier. dire que t'es Voilà. devenue une experte du code minier, en fait, c'est ça? Alors, je ne suis pas du tout une experte du code minier parce que je pense que pour devenir une experte du code minier, il faut des dizaines Quelques d'années années, ouais, c'est ça, ouais. d'expérience. Et notamment, les avocats qui sont experts du code minier se comptent sur les doigts d'une main en France. Mhm. Et je ne suis pas du tout non plus experte de l'industrie minière parce que là aussi, plus j'avance, et moi et mes compagnons de lutte, dans la compréhension de ce milieu, de cette activité, ben, plus on avance, plus en fait on comprend l'extrême complexité de cette activité économique, industrielle, extractiviste, aux ramifications internationales. Et bah, souvent, comme dans bien des domaines, c'est plus on se renseigne, plus on accumule du savoir et plus on se rend compte de l'étendue de ce qui nous reste à Ouais. comprendre. Alors Marie, j'aimerais qu'on revienne au début de cette histoire et que tu puisses nous dire comment tu as découvert ce projet. Il me semble que c'est quasiment par hasard, non? Moi, j'ai pris connaissance du projet par le club hippique de ma fille. Donc, en gros, c'est ma fille qui, au détour d'une séance d'équitation, en a entendu parler. Ah oui, carrément, quoi. Voilà, en juillet C'est fou ça. 2025. Ouais, En juillet 2025, donc soit pratiquement 2 ans ouais, après c'est ça. Ouais. Ouais. la publication au journal officiel de la demande de permis. Et c'est en fait à peu près à ce moment-là, on va dire fin juin, juillet 2025, que s'est constitué le collectif Stop Bélénos, donc qui rassemble des habitants et habitantes du territoire qui luttent contre ce projet. Parce qu'en fait, c'est à peu près à ce moment-là qu'on a tous appris et entendu parler de ce projet. Donc, et en gros, l'histoire est toujours la même. C'est au détour d'une conversation entre voisins, entre amis, ou au sein voilà, d'une activité qu'on partage, etc., donc, qu'on entend parler du projet. Et ça, c'est quand même intéressant parce que normalement, dans le cadre de ce type de procédure, eh bien, il y a une consultation du public qui est obligatoire. Et en l'occurrence, il y a eu 2 consultations du public. Une première en 2024 et une autre en 2025, entre mai et juin 2025. Alors pourquoi deux? C'est parce que le code minier a évolué entre-temps. Mhm. Et notamment, il y a eu l'obligation de mener une évaluation d'impact environnemental. Alors ça paraît D'accord, dingue, mais avant, c'était même pas obligatoire d'accord. dans le cadre d'un octroi de permis d'exploration. Donc le code minier a évolué et du coup, il y a eu cette notice d'impact environnemental et ça a obligé l'État à refaire une consultation du public. Or, une D'accord. consultation du public, bon, déjà comme son nom l'indique, c'est le mot consultation. Donc ça veut juste dire qu'on demande ton avis et c'est tout, Ouais. ça n'est absolument pas contraignant, d'une part. Et d'autre part, en fait, dans ce cas-là, ce que prévoit la loi, c'est que c'est un affichage sur le panneau municipal. Donc, D'accord. moi, du coup, j'ai découvert où se situait le panneau municipal dans ma commune.
bien Un évidemment. municipal qui doit être lu par peut-être 0,5% de la population, si ce n'est moins. Oui, oui, oui. Puis je ne sais pas si tu l'as déjà fait, mais moi j'avais dû le faire auparavant. Et la plupart du temps, tu sais, c'est des demandes d'autorisation de travaux pour un tel qui change Oui, ses c'est ça. Donc fenêtres, c'est mélangé avec plein d'autres trucs, ouais, tout qui à fait fait. ses... Voilà, c'est ça. Et puis là, effectivement, voilà, il y avait cette consultation. Donc autant dire elle est passée complètement inaperçue. La société Braise Ressources est censée faire des réunions d'information du public. Ils ont dit qu'ils le feraient. Ils ne se sont jamais déplacés chez nous. Il n'y a jamais eu aucune information du public. Ce qu'a fait la société Braise Ressources, en revanche, c'était de rencontrer toutes les parties prenantes intéressantes pour leur projet, donc notamment les maires. Donc, dans un certain nombre de communes, il y a pu y avoir des délibérations du conseil municipal, mais en privé, pas public, donc pas de compte-rendu du conseil municipal, donc aucune information du public. Hmm. Et par ailleurs, ils ont été rencontrer un certain nombre de syndicats et d'organismes professionnels Et là intéressants non plus, pas de pour eux. compte rendu ou Là, aucune information, rien, bien D'accord. Donc évidemment. c'est vraiment quasiment par hasard en fait que ça s'est fait, cette Exactement. histoire. Par oui Et alors dire, justement, voilà. donc tu apprends ça, tu sors de ton club de cheval. C'est quoi ton premier, au départ, tu t'y crois pas, tu te dis mais c'est bizarre, j'en ai jamais entendu parler de ce truc, c'est un fake. Comment les premiers instants, ça se passe Alors, comment? moi, si tu veux, c'était une question, comme tu le disais, je la travaillais dans le cadre de mon activité professionnelle, et en gros, je faisais des beaux slides sur les impacts environnementaux de l'exploitation minière, et ça restait des beaux slides. Et là, tout d'un coup, bah, c'est devenu très, très concret. Ouais, Et l'étonnement, il est venu de là, c'est-à-dire ouais, l'espèce oui, d'étonnement, du percute qu'on a quand tout d'un coup, quelque chose dont on parle de façon très intellectuelle, très conceptuelle depuis des années, ben, tout d'un coup, ça devient réel. Et donc, du coup, j'ai plutôt eu un étonnement sur, bon, c'est assez cocasse quand même que ça m'arrive à moi. Voilà. Et puis, et le second réflexe, bah, ça a été tout de suite de voir, de savoir s'il n'y avait pas d'autres personnes euh, enfin voilà, qui étaient concernées et s'il n'y avait pas déjà eu un mouvement enclenché, oui. Mais en ce qui l'occurrence, était le cas. à ce moment-là, il se passait rien. Il n'y avait pas Il n'y de avait rien, mouvement non, non. collectif. Il a fallu, c'est quoi? T'as appelé, t'en as parlé à ton voisin ou ta voisine. Alors, en T'es fait, allé voir. oui, à ce moment-là, donc moi j'ai fait ça fin juillet, début août, et à ce moment-là, il y avait quand même un début de mouvement qui s'était constitué en juin-juillet. Voilà, D'accord. donc moi j'ai pris contact avec ces personnes bah, très très rapidement en fait. Et les premières actions qu'on a eues avec ce mouvement, ça a été ben, de faire ce que l'État aurait dû faire et ce que la société Braise Ressources aurait dû faire, c'est-à-dire des réunions d'information du public. Euh, Donc en fait, vous avez fait le job de l'État, quoi. oui, on peut dire. C'est ça. Et on continue, on continue. D'accord. Euh, donc, parce que bien évidemment, en fait, dans le cadre d'une consultation du public, l'ensemble des informations qui sont liées au projet sont à disposition du public. Donc, en l'occurrence, elles sont à disposition sur une page du ministère. Enfin, voilà, tu tapes Stop Béléno si tu trouves le dossier administratif très facilement sur Internet. Euh, Encore faut-il pouvoir l'appréhender. C'est quand même un Ouais. dossier technique qui fait 1500 pages. Ouais. Donc ça a été une des premières actions aussi. Ça paraît bête, mais de lire ce dossier. Et je peux te garantir qu'il y a un certain nombre de personnes qui sont décisionnaires et qui sont partie prenante dans ce projet et qui ne l'ont pas lu, très Ouais. clairement, notamment les maires, parce qu'en fait, ils n'ont pas le temps, tout simplement. Ouais. Donc ça a été de comprendre ce dossier et en fait c'est pas donné à tout le monde de lire un tel dossier, de le comprendre. Ça paraît bête, mais c'est pas donné à tout le monde d'aller sur Internet pour avoir accès à ce dossier. C'est-à-dire qu'il n'y avait même pas de copie papier accessible de ce dossier en mairie. Donc ça pose la question quand même de l'accessibilité à l'information pour des personnes qui sont éloignées de tous ces dispositifs numériques, typiquement. Et donc voilà, donc nous on a voulu très vite faire des réunions d'information du public parce qu'on s'est rendu compte que les gens tout simplement n'étaient pas au courant. Hmm. Et alors bien évidemment, on est un collectif qui s'appelle Stop Bélénos, donc on a fait des réunions d'information pour essayer
de décrire le projet et de décrire les impacts qui vont être liés à ce projet, mais toujours en essayant d'être le plus objectif possible et et le plus factuel possible, et de ne pas être dans une forme d'idéologie qui serait on est contre par principe. C'est absolument pas le cas. Donc il y a eu quand même eu tout un travail de notre part, hein, de moi et de mes compagnons, donc un travail citoyen de compréhension de tout ça pour essayer de le restituer et de le restituer de façon pédagogique. La mise en œuvre d'un projet d'extraction minière ne se fait pas par hasard, ça ne tombe pas du ciel. Marie nous explique ici pourquoi le projet est lancé aujourd'hui dans sa région. Pourquoi ici? C'est parce qu'en fait, on est dans le massif armoricain et qui est une région très riche en métal. En fait, on est dans un contexte qu'on appelle polymétallique, c'est-à-dire qu'on va avoir plein de métaux différents. On est une région très riche en or. L'ensemble des communes, en fait, l'ensemble du territoire, ça forme comme une espèce de ligne qui va effectivement de la Bretagne jusqu'à Angers. Et en fait, il faut savoir que cette ligne, ça s'appelle la ligne de l'or. Et dans des études géologiques qui datent de la fin du 19e siècle et début du 20e siècle, tu retrouves déjà. Ah oui. Donc c'est pas nouveau cette histoire. Non, c'est pas du tout nouveau. Donc tu découvres que c'est pas nouveau, tu vois. Ouais. Donc ça paraît logique qu'ils viennent ici. Et pourquoi maintenant? C'est là, en fait, il y a un contexte à la fois géopolitique et économique et qui fait que ça peut être intéressant pour ce type d'entreprise de relancer, en fait, l'extraction minière dans notre région, parce qu'en fait, on est dans une région où il y a un passé minier très riche. Donc, un contexte géopolitique, effectivement, depuis 2023 en Europe, il y a une relance de la recherche de métaux, on va dire globalement, et économique, et notamment sur l'or, puisque, on va dire, depuis un peu plus d'un an, il y a un contexte spéculatif sur l'or et un cours de l'or. Une revalorisation du cours de l'or qui fait que ça devient intéressant maintenant d'aller le chercher. Exactement. Et c'est ça qui est intéressant, c'est-à-dire que et c'est toute la différence entre un discours d'une entreprise comme Braise Ressources et derrière Orania Ressources capitaliste. Parce que souvent, eux, dans les médias locaux ou même nationaux, ils emploient le terme ils vont parler de permis exclusif de recherche. Or, le terme précis administratif, c'est permis exclusif de recherche de mine. Donc, eux, quand ils disent permis exclusif de recherche, c'est souvent associé au discours on est là pour aider la France à mieux connaître son sous-sol. Quand on est dans une recherche de mine, encore une fois, ce qui fait la définition d'une mine, ce qui va faire qu'une quantité de métal dans un sous-sol devient un gisement et ensuite une mine, ça n'est que des critères économiques et de rentabilité économique. Oui, bien sûr. Et du coup, je te dis bien sûr, mais de manière un peu complètement spontanée. Oui, mais en fait, ça peut être questionné, en fait. Ça peut être questionné. Et ça, tu vois, ça explique le maintenant. C'est-à-dire que ces quantités d'or ou d'autres métaux, évidemment, en Bretagne et en Pays de Loire, elles sont là depuis des millions d'années. Ça a été économiquement, à certains endroits, rentable de les exploiter, puisqu'il y a eu d'autres mines d'or dans la région. On a beaucoup de vestiges de mines gallo-romaines, typiquement. Et puis, à un moment donné, c'est plus rentable. Et là, aujourd'hui, c'est de nouveau rentable. Et c'est ce qui fait toute la différence entre, par exemple, les activités du BRGM, qui est le Bureau de recherche géologique et minière, donc qui est une institution publique, qui va travailler effectivement pour la connaissance du sous-sol, et la société Braise Ressources, dont l'objectif reste, comme toute société et entreprise capitaliste, d'avoir du ROI. Exactement. Alors si on avance, donc il y a la première étape de comprendre ce qui se passe, et je crois que là, c'est un gros travail. Et ensuite, j'imagine qu'il y a diffuser cette information, aller toquer aux portes, aller essayer de trouver des gens qui soient motivés pour aider. Première question, est-ce que tu as déjà eu des gens qui t'ont dit oui, c'est sur mon territoire, mais ça peut créer de l'emploi, ça peut économiquement être intéressant, parce que c'est souvent ce qu'on entend dans les débats à la télé, dans les médias, de les pour
disent Mm. c'est pour l'emploi, c'est pour l'économie, c'est très bien. Et les cons disent bah non, il y a l'environnement, il y a ma maison, etc. Mais ça, c'est ce qu'on entend. Quand on est dans un rapport de lutte vraiment très, très de proximité avec les gens, est-ce que on a le même distinguo ou la même opposition? Effectivement, je trouve que ce que tu viens de décrire, c'est une opposition qui est assez caricaturale, en fait. Mhm. Et dans les faits, les choses sont beaucoup plus intriquées et beaucoup plus complexes que ça. Donc, Mhm. bien évidemment, moi, typiquement, la question de l'emploi, la question des bénéfices économiques pour un territoire, ça a été une des premières questions que je me suis posée. Je me suis dit, non, mais attends, peut-être que, voilà, enfin, on peut pas, c'est pas quelque chose sur lequel si effectivement ça amène de l'emploi, c'est pas quelque chose sur lequel on peut passer comme ça et dire, bah non, on s'en fiche. Non, c'est pas Mhm. vrai. Enfin, on est dans une zone rurale, on est dans un territoire qui est éloigné des centres, des grands centres économiques de la région que sont Nantes ou Angers. Donc, c'est des choses qui sont importantes. Le fait est que je n'ai trouvé aucune étude scientifique sur les impacts économiques réels de l'extraction minière sur un territoire donné. Bizarre. Voilà, bizarre. Les études qui existent, alors non, j'exagère, les études qui existent aujourd'hui, et c'est là où c'est peut-être un peu difficile de projeter dans notre contexte, c'est des études qui vont être très macro à l'échelle de pays, Mhm. notamment des pays des Suds, Mhm. dont l'économie entière repose sur l'extractivisme. Et là, effectivement, c'est catastrophique en matière de développement et de bénéfices pour les populations locales, puisqu'en fait, c'est des économies qui sont dédiées du coup exclusivement à l'exportation. Enfin, les retombées locales sont très faibles. Mais en même temps, tu vois, du coup, on peut se dire que pourquoi ça n'arriverait pas aussi chez nous. Bien sûr. Voilà. Il y a un exemple que je peux donner. Du coup, un des réflexes a été aussi d'essayer d'échanger avec des communes et des gens qui sont confrontés ou qui ont été confrontés dans les 10, 20 dernières années à ce type de projet, que ce soit l'exploration comme l'exploitation en France. Et je peux donner un exemple. Donc, c'est la commune de Salaud dans l'Ariège qui, dans les années 70-80, a eu l'exploitation d'une mine de tungstène. Je crois que c'était pendant plus d'une dizaine d'années. Donc, pendant plus d'une dizaine d'années, il y a eu des centaines de travailleurs dans cette mine qui sont venus. Ils ont construit des immeubles pour héberger les familles, etc. Et puis, à un moment donné, les cours du tungstène chutent. Ça devient plus rentable d'exploiter la mine. Donc, la mine ferme. Et quand la mine a fermé, il est resté 17 personnes dans le village, dont une seule personne qui travaillait dans la mine qui est restée. Mhm. Donc, en termes de retombées économiques, sur le long terme, je ne sais pas trop Oui. ce dont on peut en D'autant tirer. plus on est quand même à la merci de décisions là, on parle du cours de l'or, donc les gens commencent à s'intéresser Oui, à ce type et ils veulent l'ouvrir et ils veulent en faire une activité. Il suffit que le cours des métaux baisse ou pour que ça devienne plus intéressant et que ce soit abandonné. Moi, je crois que mm, j'avais noté dans un entretien, je crois que c'était Célia Isoard qui disait que la plupart des mines qui sont présentes dans le monde sont des mines abandonnées. oui, Euh, donc c'est vraiment très particulier comme activité, hein. C'est très particulier. oui, oui. Et ça a la particularité comme activité, entre guillemets, enfin, j'emploie le mot à dessein, de dévaster un territoire C'est ça, au sens c'est ça. propre. C'est-à-dire Ouais. que les sols deviennent stériles. Enfin, il n'y a pas Mm. d'autre activité humaine qui rende à ce point les sols aussi stériles. Enfin, plus rien ne repousse après une mine, clairement. Ça crée des déchets comme les déchets nucléaires qu'on ne peut pas retraiter, donc on peut juste stocker et à minima sécuriser. Et du coup, nous, typiquement dans notre territoire, le gros de l'économie, ça reste l'agriculture. Euh, il ne faut pas se leurrer. Enfin, à partir du moment où il y a une mine, que ce soit sur son terrain agricole, dans son champ ou à proximité, il n'y a plus d'exploitation agricole Ah bah, ça possible. déséquilibre complètement l'équilibre Exactement, économique actuel, exactement. bien sûr, bien sûr. Et puis, j'en discutais aussi avec dans des compagnons de route aussi de lutte anti-mine dans le Limousin. Donc, il faut savoir que le Limousin, c'est la région de France où il y a le plus de concentration en or. Donc, ils ont Ok. eux aussi ils ont des projets en ce moment d'exploration minière et notamment, alors, aussi une compagnie canadienne. Alors, c'est pas la même. Et donc, eux, ils sont à un stade plus avancé parce ils ont déjà fait des forages, etc. Et leur particularité, c'est qu'ils ont
dans leur histoire, déjà eu des mines d'or en exploitation. Et donc, les personnes du collectif me disaient qu'en fait, eux, c'était un territoire qui était dans une recherche d'autonomie et de souveraineté, notamment d'autonomie alimentaire et de souveraineté alimentaire. Donc, il y a énormément d'exploitations bio. Euh, des- des- les villages qui sont concernés, ils étaient dans une recherche je peux me nourrir grâce à des produits qui viennent à moins de 40 km, etc., etc. Donc, c'est une recherche d'une autre forme d'économie. Et ça, effectivement, à partir du moment où il y a ce type de projet, c'est complètement balayé. Alors, si on revient sur la partie vraiment opérationnelle, donc tu te renseignes, vous vous renseignez, vous commencez à toquer aux portes. Aujourd'hui, vous êtes combien dans ce collectif? Comment vous êtes organisé? Comment se passe la vie du collectif Alors, et face à ce projet oui. d'opposition? Alors aujourd'hui, alors déjà, c'est un mouvement qui, qui s'est constitué de façon très informelle dès le début et dont on souhaite qu'il reste dans une forme assez horizontale et que cela reste dans une forme très ouverte. Donc aujourd'hui, on a à peu près, on va dire, 200 personnes dans le collectif. On a constitué une association qui s'appelle Stop Mine 4944, qu'on n'a pas appelée à dessein Bélénos, parce que le retour d'expérience qu'on a d'autres terrains de lutte contre ce type de projet, c'est que quand on arrive à lutter contre un permis, c'est-à-dire qu'un permis est annulé, ben souvent très vite, il y a une autre entreprise qui va déposer un autre permis avec un autre nom, Hmm. et bon, ça va être la même Hmm. chose. Hmm. Donc on a créé une association parce que il y a toujours obligation de créer une association. Ben, ça paraît bête, mais pour pouvoir avoir accès à des salles gratuitement auprès des communes, pour pouvoir avoir une assurance, pour organiser des réunions d'information publique et pour pouvoir aussi mener une action juridique, il faut quand même qu'il y ait une personne morale Faut qu'il y ait une qui structure morale, existe. ouais, tout ça. Hmm. Exactement. Ça peut pas être un collectif comme ça informel. Donc l'association, on est à peu près 80 membres dans l'association, à peu près. Donc, avec cette association qui est exclusivement dédiée à la lutte contre les projets miniers sur nos territoires. Et après, on a plein d'autres associations qui sont associées à cette lutte. Donc, on a notamment France Nature Environnement, donc France Nature Environnement 44, France Nature Environnement 49, France Nature Pays de Loire, qui sont associées dans la lutte. On va avoir beaucoup d'associations, et c'est là où tu découvres qu'il y a beaucoup de petites associations très locales de défense de l'environnement. Donc, par exemple, une association qui s'appelle Terre au Vent, qui est une association dans une des petites communes concernées par le territoire. Une association qui s'appelle Grand Auvernais Environnement, qui, pareil, dans un autre village, qui, elle, était plus sur la lutte contre les carrières, parce qu'on a beaucoup de carrières aussi dans la région. Euh, une association qui s'appelle Ramène ta pomme, qui est un verger collaboratif. Et puis on va avoir aussi, notamment dans la procédure juridique, on va avoir des professionnels. Donc on a des exploitations agricoles qui se sont constituées requérants dans la procédure juridique. Voilà, et beaucoup d'individus en fait, avec des métiers très différents. Donc on se rend compte que finalement ça rassemble de façon très large. Et Alors donc, oui, pardon, oui, je te coupe un peu, mais je voulais vas-y, revenir justement sur cette diversité en fait de oui. profils, à la fois des pros, des associatifs, des citoyens. Est-ce que donc j'imagine qu'il y a une communauté d'intérêt, c'est-à-dire on veut pas que notre territoire soit dévasté par la mine. Est-ce qu'il y a d'autres choses qui motivent les gens? Comment on arrive à organiser les intentions des uns et des autres au sein du collectif pour que ça avance Oui. efficacement? Alors déjà, peut-être dire aussi une petite précision. Notre, notre engagement, c'est pas de mine ni ici ni ailleurs. Évidemment, on ne veut pas de mine sur notre territoire, mais on est dans une forme de solidarité puissante et forte avec l'ensemble des autres projets d'exploitation minière actuels et à venir. Et je le dis aussi notamment, une forme de solidarité très forte avec les pays des Suds. Enfin, voilà, je le dis parce que ça a été un des, je suis désolée, je digresse un peu, mais c'était un des points qu'on nous a souvent retoqués, c'est-à-dire de dire vous êtes égoïste, il vaut mieux une mine Hmm. ici en France dans un contexte
protecteur d'un point de vue environnemental et social qu'une mine en Afrique où on exploite des enfants. Bon, là aussi, quand on se renseigne de façon assez fine, c'est assez facile de déconstruire ce type d'assertion. Notamment, on se rend compte avec stupeur, et ça démontre à quel point on est encore emprunt, malheureusement, d'un certain nombre d'idées reçues, que, en fait, les réglementations des pays du Sud, et notamment en Amérique latine, d'un point de vue protection de l'environnement et d'un point de vue droit minier, sont largement plus avancées que nous en Europe, notamment en matière de sécurité. Ok. Voilà. Mais je clôt la parenthèse. Et Non, du mais coup, c'est important parce que, en fait, de positionner le projet sur pas simplement quelque chose de local, mais en même temps, en y mettant aussi un concept de on veut pas de mine de toutes les manières, comme dit le ni ici ni ailleurs, ça va être très puissant en fait pour souder les gens quand même. alors, ça l'est. Ouais. Ça l'est. Maintenant, je ne te cache pas que on est dans un contexte politique global qui fait que des intérêts locaux, pour certains, passent quand même avant toute Ouais. chose, Ouais, ouais, bien sûr. malheureusement. Oui, oui, non, mais enfin, dès le départ, c'était très clair pour le mouvement, et c'est un des points fondamentaux du mouvement. On on- on n'est pas dans une défense de notre précaré. Voilà, C'est pas not in my backyard, quoi. exactement. Ouais, ouais. Non, non, On va plus loin que ça. Et je dirais que ça. Bon, évidemment, il y a des intérêts locaux, mais j'ai l'intuition que ça donne du poids, en fait, à Mm. l'opposition, un poids symbolique Oui, important. oui, oui. Et de toute façon, même si on veut rester dans une emprise, on va dire, locale, on ne peut pas, parce que la réalité de l'extractivisme et de l'industrie minière, c'est que c'est une activité mondialisée. Mm. Et, euh, et que c'est pas parce qu'on va ouvrir une mine à 500 mètres de chez moi qu'il y aura une mine en Afrique où on exploite des enfants qui va fermer. Ça, mais Bien bien sûr. évidemment que ça n'arrivera pas. Et que, bien évidemment, si on me le garantissait, qu'on me le prouvait, qu'on m'amène en Afrique, qu'on me montre la mine qui va fermer avec les enfants qui travaillent dedans, et qu'on m'explique qu'on va mettre ces enfants-là à l'école parce qu'on va ouvrir une mine en face de chez toi, mais bien évidemment que moi, je dirais, je ne serais pas dans l'opposition de ce type de projet. Mais la réalité, c'est que c'est pas ça. Bien sûr que Mm. c'est pas ça. C'est Ce sûr. serait trop facile, trop Mm. évident, et on est tous conscients qu'on vit dans un monde complexe et que ce genre de solution facile, ça n'existe pas. Et pour revenir peut-être sur la façon dont on fonctionne, bon, après, d'un point de vue très opérationnel et assez classiquement, bon, on a un certain nombre de réunions, des réunions plénières, des assemblées, etc. Et puis, on va essayer de travailler en petits groupes en fonction de ce qu'il y a à faire et en fonction des intérêts aussi de chacun, de ce que chacun a envie. En fonction aussi de l'énergie qu'on peut y mettre, parce qu'en fait, c'est quand même une lutte. Donc là, ça fait quelques mois que ça dure. Tous les historiques qu'on a de lutte contre des projets miniers, eh bien, on voit bien que ça va durer plusieurs années, voire peut-être plusieurs dizaines d'années. Mm. Donc il y a une question d'endurance, en fait. Il y a une Oui. question de long terme à réfléchir. Il faut aussi pouvoir s'économiser, il faut aussi pouvoir pas être, j'aime pas ce mot efficace, parce que C'est-à-dire peut-être aussi savoir déléguer, savoir partager le travail et tout ça. oui, voilà, savoir, et c'est là aussi que ça pose forcément la question du collectif, quoi. C'est-à-dire qu'individuellement, face à ce type de projet, on n'est rien, et que c'est que d'un point de vue Oui. collectif qu'on va pouvoir défendre le territoire, Oui. ça c'est évident. Et de mon expérience aussi, ça montre aussi que enfin, c'est pas naturel, en fait, le collectif. Alors, du coup, moi, ça me donne envie de m'intéresser à l'homme en tant qu'animal social, quoi. Est-ce que, Alors, est-ce que tu peux nous développer un peu ça? Après, on passera à la dernière partie de la. le collectif, c'est comme tout, ça s'apprend, ça s'expérimente. Il y a des choses qui marchent, il y a des choses qui marchent pas, mais ça se constitue pas comme ça parce que tout d'un coup, il y a un projet qui arrive et qu'on est tous d'accord pour lutter contre ce projet. Déjà parce que, et c'est ça qui est intéressant, ce serait intéressant de faire une cartographie des attachements, des intérêts qu'il y a à chacun contre ce projet. Moi, par exemple,
et ma famille, ben, on se sent quand même assez directement concerné parce qu'on est à proximité de potentiels gisements. C'est pas le cas de tout le monde sur 440 km². Il y a des gens qui habitent dans les villages, dans des villes. Eux, forcément, ils se sentent moins directement peut-être concernés parce que leur maison va pas être il n'y a Ouais, il pas va pas être l'image que touché. leur maison va y avoir un Ouais. trou à la place. Mais par contre, ils ont un engagement associatif très fort dans différentes associations qui existent depuis très longtemps dans le territoire. Certains ont notamment du côté agricole, vont avoir des engagements syndicales très importants. Certains ont déjà une expérience de la lutte sur différentes luttes, notamment les carrières. Voilà, donc chacun, on va avoir nos formes d'intérêt différents. Il y a des personnes qui sont là aussi parce qu'elles sont en recherche de liens avec d'autres personnes. Voilà, donc c'est comment, du coup, ben, on arrive à tirer profit de l'ensemble de ces... Une bonne énergie, voilà. Ouais, Et il me vient cette réflexion, c'est qu'on doit se sentir plus fort en collectif que si on est seul face au projet. Tu disais que c'est quasiment impossible de lutter contre. Mais en même temps, ça amène d'autres difficultés et une autre énergie à canaliser. Ça doit être effectivement passionnant d'un point de vue psychosocial, on va dire. C'est une vraie difficulté à arriver à, non pas, peut-être pas simplement à se mettre d'accord sur l'objet de la lutte, mais sur comment on le fait, oui, de quelle manière, avec oui, qui. oui, oui, oui. Et c'est là où, effectivement, ben, encore une fois, des outils de gouvernance, des outils, ça paraît bête, mais des outils d'animation de réunion, voilà, il faut s'outiller en fait. Pour faire ça, la bonne volonté ne suffit pas. Et donc, bah, ça fait partie aussi de l'apprentissage, c'est-à-dire qu'il y a l'apprentissage sur le projet en tant que tel, et il y a l'apprentissage aussi de la lutte. Et en même temps, on bénéficie de l'expérience d'autres luttes. Voilà, on a cette chance-là sur notre territoire. Hmm. Par exemple, dans le Maine-et-Loire, il y a eu des luttes contre des projets d'enfouissement de déchets nucléaires. Nous, dans le 44, bon, bah, on a eu pas mal de luttes, certaines très médiatisées. Donc, on bénéficie de cette expérience-là. Et en même temps, il faut aussi réinventer, parce que la grosse différence qu'on a avec d'autres luttes, et c'est une des difficultés qu'on a, c'est que notre territoire à défendre, il fait 440 km² aujourd'hui. Hmm. Et donc, du coup, si tu veux, c'est pas comme une lutte contre un projet d'enfouissement de déchets nucléaires qui est très localisé, ou c'est pas comme Ouais. l'A69. Alors, l'A69, c'est 40 km de long, je crois, ou 50 km, donc ça reste beaucoup, mais ça reste peu comparé à 440 km². C'est pas comme Notre-Dame-des-Landes où c'était très localisé. Là, vraiment, c'est aussi. Et donc, on sent qu'il y a quelque chose de nouveau à inventer, À peut-être. inventer, ouais, c'est ça. Et Ouais, ça prend, et du coup, ça prend aussi effectivement beaucoup de temps, ça, cette ouais, partie-là. Parce qu'il faut ouais. construire un collectif. En fait, c'est Bruno Latour, qui est un philosophe que j'aime beaucoup, qui disait un collectif, ça se collecte. Oui, tout Donc, à fait, il y a ce travail de collecte du collectif. bien sûr. Et voilà. Donc, c'est quelque chose qui se nourrit, en fait, un D'accord. collectif. Et parfois, ça prend du temps. Et du coup, c'est aussi une compétence. C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui peuvent avoir une appétence pour faire ça et d'autres non, de création du lien. Euh, Hmm. comme, voilà, Alors comme on tout voit, groupe ouais, humain, il y a forcément des dissensions, il y a forcément bien sûr. des Mais là, on voit qu'il y a oppositions. quand même une articulation entre la dynamique interne et la dynamique externe. C'est-à-dire que quand on va aller discuter avec des gens dans la rue, c'est potentiellement des gens qui peuvent vous rejoindre. C'est potentiellement des gens qui peuvent vous apporter Alors, au collectif. oui, alors la difficulté, en fait, et j'imagine que c'est le cas sur toutes ces luttes, c'est que, bah, bien évidemment, au départ, quand tu commences à lancer ton truc, tu vas forcément, toutes les personnes qui vont te rejoindre, c'est des personnes déjà convaincues. Et donc la grosse difficulté, c'est plus d'élargir et d'aller chercher des personnes qui ne sont pas forcément convaincues, pour lesquelles il y a besoin d'un temps de maturation, d'un temps d'information. Donc c'est pour ça que l'information la plus objective possible, elle est vraiment essentielle. Et on a dû faire face sur cet aspect-là des choses à des campagnes absolument incroyables de dénigrement dans la presse locale de la part de la société Braise Ressources, qui reprenaient nos propos en information publique alors qu'ils y étaient même pas présents, enfin qu'ils les ont complètement déformés. Alors bon, voilà. Hmm. Et du coup, il faut aussi parfois essayer de ne pas arriver avec une étiquette. Ben, si tu arrives avec une étiquette écolo, par Hmm. exemple, Ouais. ben, tu peux ne pas être entendu Bah, et être c'est-à-dire qu'il écouté. s'agit Voilà. de peut-être de rendre compte
le plus possible du réel. Comme je vous disais en intro, on se cogne dessus, mais du coup, si on se cogne dessus, il s'agit de voir exactement de quoi il retourne Exactement, quand ça serait, pour éviter d'être pris en défaut sur d'autres aspects. exactement, Parce que c'est des armes, effectivement, pour les gens contre exactement. qui vous êtes opposés. Le temps avance très très vite, et moi, je voulais poser ma question qui gratte. Parce qu'il y a toujours une question qui gratte dans ce podcast. Qu'est-ce que tu répondrais aux gens qui te disent oui, mais alors la transition? C'est bien beau de dire qu'il faut transitionner, etc. Et l'indépendance énergétique. Qu'est-ce que tu en fais, Marie? Le besoin de métaux pour électrifier et substituer aux fossiles. Et en faisant quelques recherches, on remarque aussi qu'il y a des objectifs de l'Union européenne d'avoir 10% de métaux qui devraient provenir de l'extraction dans l'Union européenne. Alors c'est large l'Union européenne, c'est peut-être pas nécessairement le Maine-et-Loire, mais comment on met en perspective cette contradiction en fait entre le besoin de sortir des fossiles et effectivement, à un moment donné, il faut que ça se fasse chez quelqu'un, quoi. Oui. Alors, on n'a pas 3 heures. Je suis d'accord que la question est cadrée de manière un petit peu bizarre, mais C'est large aussi. assez Il y a large. beaucoup de choses. Déjà, tu as employé l'expression sortir du fossile. Moi, j'ai envie de te dire, est-ce qu'il faut sortir du fossile ou est-ce qu'il faut sortir de l'extractivisme? Mhm. Bien évidemment, on fait face au changement climatique et une crise sans précédent pour l'humanité. D'ailleurs, l'humanité n'a jamais fait face à des enjeux d'une telle ampleur. Moi, le sentiment que j'ai avec cette histoire de métaux, et qu'il faut des métaux pour la transition énergétique, l'éolien, etc., etc. Prenant du recul, en fait, il y a quelque chose qui m'a interpellée. J'ai découvert en fait que le code minier régissait également l'extraction fossile. C'est-à-dire que d'un point de vue légal, juridique, l'extraction du pétrole, du charbon et du gaz, c'est exactement la même chose que l'extraction des métaux. Exactement la même chose. C'est-à-dire, c'est les mêmes règles, les mêmes lois, c'est le code minier qui est derrière. Et ça m'a vraiment interloquée parce que je me suis dit, alors du coup, pour résoudre un problème qui est posé par une activité extractivisme, qui est l'extraction des fossiles, on va utiliser l'extraction des métaux. On nous dit qu'on va utiliser l'extraction des métaux qui est régie par exactement la même chose, le même code minier qui est en fait exactement la même chose. Et donc, face à un problème sans précédent, ou peut-être il faudrait qu'on réfléchisse à comment résoudre ce problème autrement que par des outils qui nous ont directement menés dans le problème. On en vient au cadre juridique institutionnel, ça c'est Voilà. clair. Mais même au-delà du juridique, c'est-à-dire que même philosophiquement, c'est-à-dire que derrière, ça reste. En fait, il y a beaucoup de parallèles entre les énergies fossiles, enfin le pétrole, le gaz, le charbon et les métaux. Donc, d'un point de vue juridique, c'est exactement la même chose. C'est des ressources du sous-sol qu'on va, et c'est ça qui est dingue, en plus, quand on s'intéresse à tout ce qui est la géo-ingénierie, là, les techniques de captation de CO2, etc., Mais qu'on potentiellement va remettre dans le remettre dans le sol. sous-sol. C'est ça. Voilà, donc ça paraît dingue. Pour En pour fait, la blague, si ça se trouve, il va y avoir des entreprises dont le but, ça va être de regéologiser les produits finis et que les nations payent pour ça. Je suis sûr exactement. qu'on pourrait être capable de faire ça. Voilà. Et puis, une grande partie de nos déchets, elles partent en enfouissement, donc en fait, on les remet dans le sous-sol. Ouais. Voilà, donc je trouve que d'un point de vue philosophique, enfin, je n'arriverai pas à formaliser des arguments ou quelque chose de construit, un discours construit, etc., pour répondre de façon efficace à la question, effectivement, mais qu'est-ce que tu fais de la transition? Mais je sens qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Voilà. Hmm. D'une part, et puis d'autre part, d'un point de vue très localisé, nous, ce qui nous concerne, Bélénos, qu'on a de façon majoritaire dans notre sous-sol, c'est l'or. Ce qui est rentable aujourd'hui d'extraire, c'est l'or. Ce que cherche Orania Ressources, c'est l'or. C'est ce qui va leur permettre de faire une culbute et pour leurs investisseurs également, c'est l'or. L'or n'est absolument pas un besoin de la transition Hmm. énergétique, ne fait pas partie des métaux critiques ni stratégiques définis par l'Union européenne. 50% de l'or sur les marchés mondiaux, ça part dans la joaillerie, la bijouterie. 40%, c'est des lingots d'or dans les coffres des banques ou chez les spéculateurs et seulement 10% pour l'industrie. Et une toute Ouais, petite d'accord. partie pour le numérique. Donc ça, pour nous, c'est plié au niveau local, mais ça n'enlève pas la pertinence de la question Bien sur la sûr. transition énergétique. L'autre point que je pourrais dire, c'est qu'il y a un mot qui est absent de tous ces discours, c'est le mot sobriété. Bien sûr. Hmm.
C'est-à-dire que, alors typiquement, quand tu regardes le dossier technique et de Bélénos, là, et qu'on t'explique, ou l'arrêté ministériel, et qu'on t'explique qu'on a besoin de faire tout ça pour la transition énergétique, à aucun moment on te dit, oui, mais en fait, on va faire ça juste sur le résidu après qu'on aura fait tout un tas d'efforts, tous de façon collective, pour réduire notre consommation énergétique. Ça, on n'en parle pas à aucun moment. Hmm. Et du coup, derrière, bah, ça pose aussi la question de la société qu'on veut. Voilà, Oui. de la vision. Parce qu'on peut mettre des éoliennes, des panneaux solaires. Alors, il se trouve que dans mon territoire, il y a énormément de projets d'éoliens et de panneaux solaires également, et qu'il y a une forte opposition, souvent, contre ce type de projet. Euh, Si c'est bon, il se trouve que moi je travaille dans le numérique et que voilà, si c'est pour alimenter des data centers parce que on a un usage intensif de l'IA qui se déploie absolument partout dans tous les interstices de nos vies, est-ce que c'est vraiment ça dont on a envie collectivement? Bien sûr. Et moi, clairement, je n'ai pas envie que ma maison, que mon territoire, que l'ensemble du vivant qui vit autour de moi soit sacrifié pour ça, bien Ouais, je évidemment. comprends. Mais ça, c'est des choses qu'on ne voit jamais. Et souvent, ce qu'on va te sortir, c'est toujours les mêmes exemples. C'est pour la santé, pour Oui. Oui, oui, on se cache derrière des micros voilà. en soi légitimes, mais Oui, oui. qui n'ont pas vocation à être Et, globalisés. Ouais. Mm. et puis, dernier élément de réponse, peut-être, c'est sur les besoins réels en métaux de la transition énergétique et aussi du numérique, parce qu'on parle souvent du numérique. Ça, pour moi, c'est des choses qui méritent d'être extrêmement questionnées. Aujourd'hui, les plus gros consommateurs de métaux, c'est le bâtiment. Le deuxième, c'est l'armement. Et à ce Euh, jour, et c'est des sujets sur lesquels on est en train de travailler, notamment avec d'autres associations, c'est de questionner les besoins réels pour la transition énergétique au regard de la production mondiale de métaux. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que ce discours sur la transition énergétique, c'est un discours qui a été élaboré par l'industrie minière dès les années 70, qui dès les années 70 s'est positionné comme une industrie verte, une industrie verte. Et c'était pile poil au même moment, comme par hasard. Et encore une fois, c'est des sociétés extractivistes, c'est les mêmes activités, hein. Une mine de charbon, c'est comme une mine oui, c'est la même d'or, chose, c'est bien de sûr. la même chose, c'est les mêmes activités. C'est à peu près à ce moment-là que toutes ces sociétés, notamment pétrolières, dès les années 70, ont découvert entre guillemets, enfin, savaient exactement ce qui allait se passer sur le changement climatique et ont commencé à organiser la désinformation et la fabrique du mensonge quant au changement climatique. Et bien, pile poil à ce moment-là, l'industrie minière a commencé à développer ce discours-là. Voilà. D'accord, je Donc, comprends. ça donne Donc, envie d'aller creuser un peu plus. ouais. Avant de passer à la question conclusive, justement, je voulais qu'on fasse un dernier détour parce que ça génère une mine, pas concrètement, quand c'est en Oui. place, les conséquences sur l'environnement, sur l'eau, sur la pollution. J'imagine que tu as dû te renseigner très rapidement là. Oui, alors très rapidement, et peut-être que, enfin, ce que j'ai envie de vous dire, plutôt que voilà, aller plutôt chercher des contenus qui sont développés par des experts et des gens voilà, qui s'y connaissent très bien, notamment tous les contenus de l'association Systex, qui fait beaucoup de rapports, beaucoup d'études extrêmement documentées sur ces sujets-là. Tu as nommé Célia Isoard, effectivement, son livre, là, La ruée minière au XXIe siècle, est extrêmement éclairant sur ces sujets-là. Et peut-être pour répondre rapidement, je vais reprendre un exemple que donne Célia Isoard dans son livre. Elle est allée visiter la mine de Rio Tinto en Andalousie, donc qui est une mine qui existe depuis plus une centaine d'années, qui a été exploitée, puis fermée, qui est réexploitée, etc. Et en fait, tu peux visiter la mine, il y a une espèce de parc d'attractions qui a été fait, tu peux aller visiter la mine. Et il faut savoir que la NASA y a installé un camp d'entraînement pour les astronautes, pour que les astronautes puissent se familiariser à ce que pourrait être la vie sur Mars. Donc en fait, c'est exactement ça que fait une mine sur Terre. Une mine sur Terre, ça reproduit les conditions de vie sur Mars, ça reproduit le sous-sol de Mars. Et je trouve que c'est assez parlant, en fait, en termes de destruction de ce que ça peut faire de nos terres.
Effectivement, un des gros problèmes d'une mine, c'est l'eau, les impacts sur l'eau. Donc, que ce soit la pollution des nappes phréatiques, mais aussi l'accaparement de l'eau, parce qu'en gros, l'industrie minière a besoin de beaucoup d'eau pour fonctionner, mais aussi il y a des mécanismes physiques et géologiques qui fait qu'à partir du moment où tu creuses dans la terre, bah, tu vas trouver de l'eau et que la nature a horreur du vide. Donc si tu creuses une cavité, bah, il y a l'eau qui va venir forcément. Donc il va falloir que tu pompes, que tu réutilises cette eau, etc. Donc ça provoque des assèchements de nappes phréatiques et notamment ben, moi, autour de chez moi, il y a beaucoup d'agriculteurs qui ont de l'eau grâce à leur puits, en fait, à leur forage. Mhm. Et donc la question, c'est pas comme si on était dans une période où l'eau était une ressource abondante, c'est-à-dire que tous les étés, nous, on a des arrêtés de restriction de la consommation d'eau. Voilà, donc ça pose cette question. Moi, j'ai eu dans une réunion d'information, j'étais complètement démunie. En fait, je ne savais pas quoi répondre à cette personne. Une personne, donc quelqu'un qui habite dans mon village, pas très loin de chez moi, qui me dit que lui, il n'est pas raccordé à l'eau courante chez lui et que son eau courante, l'eau de son robinet, son eau potable qu'il boit, c'est l'eau de son puits. Et il me Ouais. dit, qu'est-ce que je vais faire s'il y a une mine et qu'il n'y a plus d'eau dans mon puits? Bah oui, bah oui, Et bien sûr. moi, j'étais là, ben, j'étais sans voix. Ouais. Voilà. C'est ça que ça fait une mine. Voilà. On va conclure cet entretien en quelques mots. Comment on peut vous suivre? Comment on peut vous aider? Est-ce qu'il y a des choses à faire? On mettra Alors, évidemment le lien du collectif dans le commentaire du oui, podcast, oui, mais oui. voilà. Donc, bah, oui, effectivement, il y a notre site stopbelenos.fr. Pour nous aider, on a en ce moment une collecte de dons pour nous soutenir dans notre procédure juridique, puisque l'association et un certain nombre de particuliers se sont portés co-requérants dans une requête pour contester la légalité du permis, parce que en creusant le dossier, on se rend compte qu'il y a énormément de dysfonctionnements, enfin de points qui ne vont pas. Et donc forcément, une procédure juridique, ben, il faut payer Oui. l'avocat, il faut payer des experts, etc. Donc voilà, on a une collecte de dons, on organise différents événements. Donc si ça t'intéresse, tu peux venir le 17 et 18 avril prochain à Fregnier, dans la Freigner. Loire-Atlantique. Ok. On organise une soirée festive avec concerts et crêpes et banquets au profit de l'association. Et puis, effectivement, nous soutenir après sur tous nos réseaux sociaux et de manière très régulière, on organise des manifestations. Donc, faire Eh ça pour ben, Bélénos, c'est également, je tiens à le dire aussi, pour nos amis de Taranis et d'Épona. Ils oui. font ça en Bretagne. Eh Voilà. bien, on relaiera tout ça. Merci Marie. Bonne Merci à toi. continuation dans cette lutte. On se tiendra au courant. Et puis, je pense qu'on essaiera d'inviter aussi Célia Isoard parce qu'on se rend compte quand même que le sujet de la mine est un sujet à la fois terrifiant et passionnant, qui dit beaucoup de choses. On l'a appris dans ce podcast sur nous et sur notre rapport à la vie et puis aux vivants. Donc, merci encore infiniment, Marie, Merci à pour ta toi. disponibilité et à bientôt. Merci à toi. À bientôt. Au revoir. C'est la fin de cet épisode. Et vous, comment envisagez-vous la lutte pour une cause qui vous est chère? Faut-il, pour vous, sortir de l'extractivisme? Comment résoudre l'équation climatique sans dévaster le vivant et des régions entières? Dites-le nous en commentaire, et moi je vous dis à bientôt pour un prochain épisode de La Pelote. Salut!